Qui ne s'est jamais demandé, lorsqu'il parlait avec une personne par l'intermédiaire d'un clavier ou d'un keystroke en anglais, si l'interlocuteur n'était pas en réalité un robot? Pendant longtemps, cette interrogation ne dépassait pas notre imagination et ne nourrissait que le scénario d'un film de science-fiction. Cependant, cela n'est plus le cas. De nombreuses entreprises optent pour des assistantes virtuelles, par exemple, et même plus simplement, on a tous eu affaire à ChatGPT. Ainsi, pour un petit peu traiter de ce sujet de l'intelligence artificielle des ordinateurs, nous allons partir d'un test qui a été formé dans les années 50 par un certain Alan Turing, mathématicien britannique, connu pour avoir participé au déchiffrage de la machine allemande Enigma pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors pourquoi traiter de ce test alors que ça fait déjà quelques dizaines d'années maintenant que Turing l'a théorisé? Parce que déjà il a, dans l'histoire de la pensée, suscité de nombreuses objections, il en suscite encore, il sert aussi de fondement pour certaines théories philosophiques et dans d'autres domaines. Et de plus, ce test sert de critère pour affirmer que tel ou tel ordinateur est une intelligence artificielle. Je vais donc vous exposer la petite scénette de Turing. Imaginez que vous soyez seul dans une pièce et que vous dialoguez par l'intermédiaire d'un clavier avec un humain et une machine tout en ignorant leur identité. À la fin du dialogue, le superviseur du test vous demande d'identifier à qui vous parlez. Pour Turing, si vous ne parvenez pas à reconnaître la nature de votre interlocuteur, nous sommes alors en présence d'une intelligence artificielle. Alors cette scénette qui a été imaginée par Turing dans les années 50 dans son article Computing Machinery and Intelligence peut être résumée de la manière suivante. Si l'individu C, que vous voyez sur le diaporama, celui qui pose les questions à ses interlocuteurs A et B, n'est pas en mesure de distinguer l'humain de l'ordinateur, ce dernier peut donc être déclaré intelligent au même titre qu'un humain. Alors Turing n'a pas réalisé ce test directement, il s'est contenté de le théoriser, car les ordinateurs et les programmes de langage de son temps n'étaient pas assez développés. Cependant, cette situation imaginaire est désormais devenue très actuelle avec le développement de ce qu'on nomme l'intelligence artificielle. Ainsi, la question est désormais la suivante. Avec les progrès de notre temps, peut-on parler d'intelligence artificielle du simple fait que des programmes ou des ordinateurs accomplissent une fonction cognitive similaire à celle de l'homme? Afin de mieux appréhender le test de Turing, mais aussi les objections qu'il a suscitées, nous allons devoir en passer par l'exposition d'un certain nombre de préalables, puis ensuite, dans un second temps, nous étudierons des objections. La première sera une critique interne, c'est-à-dire qu'elle se questionne sur la validité du test, sur ses présupposés, tandis que la deuxième est dite externe, car elle s'intéresse à quelque chose d'extérieur au test, que ce dernier semble omettre, l'autonomie. Il s'agit donc pour commencer de montrer que ce test présuppose des thèses qui sont loin d'être évidentes. En effet, c'est le travail du philosophe de savoir remarquer les concepts, les présupposés, les principes sous-jacents à d'autres théories, à d'autres principes et à d'autres concepts. Ainsi, Vincent Descombes, en bon philosophe, isole un de ces présupposés dans le chapitre 6 de son ouvrage La denrée mentale. À cette fin, il se pose la question suivante, et on peut le faire aussi: quel est le principe sous-jacent au test de Turing permettant de classer les êtres physiques? Il ne s'agit plus de classer les êtres selon leurs propriétés physiques qu'ils partagent ou non. Par exemple, le fait d'être bipède distingue l'homme des autres animaux. Dans ce cas-là, évidemment, que l'ordinateur et l'humain ne sont pas identiques, mais on va plutôt venir les classer selon leur capacité à accomplir ou non une fonction. On peut alors résumer cette dernière manière de classifier les êtres de la façon suivante. Deux entités capables d'accomplir la même fonction appartiennent à la même classe. On nommera ce principe, dans le reste de notre exposé, le principe d'équivalence fonctionnelle. Pour comprendre ce principe qui est présupposé par Turing, partons de deux exemples. Une pierre et un marteau peuvent tous deux partager la même nature et sont identiques car ils accomplissent tous deux la même fonction, planter un clou. Un autre exemple plus précis, proposé par Vincent Descombes, peut venir éclairer ce principe. Un ordinateur et un humain peuvent tous deux recevoir, en tout cas être classés dans la classe des êtres qui écrivent bien des discours, les logographes, par le simple fait qu'ils écrivent bien des discours. Ainsi, l'homme et l'ordinateur peuvent accomplir des fonctions similaires. Ils peuvent tous deux converser, calculer, jouer aux échecs, etc. Alors cela nous autorise à placer les ordinateurs dans la classe des êtres intelligents, indépendamment de sa constitution physique ou matérielle. Ainsi, le test de Turing présuppose que si l'ordinateur accomplit la même fonction que l'esprit humain, à savoir converser, alors il peut être dit intelligent, indépendamment de leur constitution interne, que ce soit un programme ou un cerveau. Le second préalable qu'il est nécessaire de développer pour comprendre le test est celui du critère de la conversation comme critère déterminant l'intelligence. Alors ce critère n'est pas nouveau, déjà chez Descartes on en trouve des signes, notamment dans le discours de la méthode, mais Turing va, disons, se le réapproprier. Donc Turing, dans ce test, semble réduire l'intelligence humaine à une seule capacité linguistique, la capacité dite syntaxique,
c'est-à-dire la capacité à agencer des mots afin de former correctement des phrases. Elle se distingue de la sémantique, qui travaille plutôt sur ce qui est visé par un mot, son sens. Cette distinction dans le langage est particulièrement marquée dans l'exemple de Noam Chomsky, des idées vertes et incolores dorment furieusement. Une telle phrase n'a aucun sens pour nous, pourtant elle est syntaxiquement bien formée. Prenons un autre exemple. Superman est un super-héros et syntaxiquement bien formé, et Superman super-héros ne l'est pas. Et du fait que l'ordinateur possède la syntaxe, cela lui permet d'appliquer et de reconnaître des règles de l'agencement des mots. On dira plutôt que l'ordinateur a un programme, et pour les humains, on traite plutôt de syntaxe. Mais finalement, la fonction est la même. Et donc, cela lui permet d'utiliser les bons mots au bon moment. Alors, il donne l'illusion de savoir converser au même titre que les hommes. Par exemple, quand je demande à un ordinateur, ChatGPT, qui est Superman, l'ordinateur nous répond « Superman est un héros paru chez DC Comics, possédant un certain nombre de pouvoirs ». Et cela, il le fait sans comprendre le sens. Ce à quoi se réfère Superman, il ne comprend pas ce qu'un héros, ce qu'est DC Comics, etc. Il reconnaît juste que ces signes sont souvent associés dans une certaine base de données, ici Internet. Puis il forme une phrase syntaxiquement correcte. La réponse d'un ordinateur sont seulement basées sur des probabilités, sur les pourcentages d'association des signes, plutôt que sur une véritable connaissance du sens. Nous avons donc exposé deux préalables. Le premier est celui du principe d'équivalence fonctionnelle, tandis que le second est celui du langage réduit dans le test de Turing à la simple syntaxe. Désormais, nous allons passer à une objection qui s'appuie sur cette ignorance des ordinateurs, cette ignorance du sens, celle de la chambre chinoise proposée par John Searle. John Searle a formulé une objection directe au test de Turing en remettant en cause le principe selon lequel, si on se souvient bien, la pierre et le marteau peuvent tous deux être classés de la même manière, principe qui nous semble pourtant intuitif. Cette objection semble donc plus intéressante à évoquer dans un premier temps, car elle va répondre immédiatement au test de Turing. Pour commencer, voici la situation. Imaginez un Anglais, ne connaissant pas le chinois, enfermé dans une pièce remplie de boîtes contenant des symboles chinois, une base de données, et d'un manuel d'instructions pour les manipuler, le programme. Imaginez que des personnes, à l'extérieur de la pièce, envoient d'autres symboles chinois qui, à son insu, sont des questions en chinois, l'entrée. Imaginez enfin qu'en suivant les instructions du programme, cet homme puisse fournir les symboles chinois correspondant aux réponses correctes aux questions, la sortie. Le programme lui permet de réussir le test de Turing, mais il ne comprend pas un mot de chinois. Donc, cette expérience de pensée proposée par John Searle dans son ouvrage L'intentionnalité constitue une objection, mais avant, petit point vocabulaire, d'abord c'est sur ce qu'est une expérience de pensée, c'est le fait d'imaginer une situation fictive afin de former une objection envers une thèse ou bien d'en prouver l'efficacité et le plus souvent la vérité. Alors en quoi cela constitue-t-il une objection ? Lorsque nous parlons, nous visons des choses. Ces dernières sont appelées des référents. Quand on dit un mot, cela a un certain sens pour nous, on comprend de quoi on parle. Lorsque je dis Superman, je vise bien un héros de DC Comics possédant un certain nombre de pouvoirs. Cette dimension du langage est nommée la sémantique. L'ordinateur est tout à fait capable d'imiter à la perfection l'art de converser ou l'art du langage humain. Prenez ChatGPT qui le fait d'ailleurs mieux que certains humains. Cependant, il ne le fait que l'imiter. Ce qui manque à l'ordinateur, c'est cette sémantique, cette compréhension des termes employés. L'ordinateur se contente d'imiter une conversation, il imite le langage, mais il ne maîtrise pas l'art de la langue, ou l'art de converser, compris comme l'art de maîtriser aussi la sémantique, de connaître la référence de l'objet dont on parle, etc. Cette objection vise donc à rejeter ce qu'on a nommé le principe d'équivalence fonctionnelle. Il ne suffit pas pour un ordinateur d'accomplir l'action de converser en apparence, encore faut-il connaître le sens des mots employés. Un ordinateur, tout comme la chambre chinoise, est capable de donner l'apparence de converser, pourtant, comme la chambre chinoise, il ne connaît pas le sens des mots qu'il emploie. Ainsi, on peut aussi prendre un exemple plus trivial. Vous êtes en classe au collège d'anglais et votre professeur vous demande, chaque fois que vous rentrez dans la salle, vous dites « Hello, how are you ?» Cependant, c'est une très mauvaise professeure, elle vous dit aucunement le sens. Mais d'un point de vue fonctionnel, vous accomplissez la même fonction qu'un élève qui parle très bien anglais, qui connaît le sens, etc. Et là où John Searle vise son argumentation, s'il veut nous faire ressortir une intuition commune qu'on a, c'est qu'on ne dira jamais que la personne qui connaît pas le sens parle vraiment, comprend vraiment de quoi il parle. Et en ce sens-là, c'est ça qui manque. Et donc l'objection de Searle consiste en ceci. Il n'est pas suffisant d'accomplir la même fonction pour appartenir à la même classe, en tout cas être classé de la même manière. Même si l'ordinateur accomplit la fonction de converser tout comme l'homme, il ne maîtrise pas la sémantique comme l'homme, et donc ne peut pas appartenir à la classe des êtres intelligents. Disons qu'il n'y a pas identité, il manque cette sémantique. Ou comme l'écrit Searle de manière un petit peu exclamative, pourquoi diable quelqu'un supposerait-il qu'une simulation informatique de la compréhension comprend réellement quelque chose ? Alors que la première objection présentait une critique interne au test de Turing,
En effet, il interrogeait le présupposé fondamental. La seconde objection est dite externe. En effet, elle traite d'une caractéristique humaine bien distincte de l'intelligence, l'autonomie, qui apparaît comme un trait distinguant l'humain de la machine. L'autonomie vient du grec ontos, qui signifie la personne elle-même, c'est-à-dire le sujet, et nomos, qui veut dire la loi. Donc l'autonomie, c'est la capacité d'une personne à se donner ses propres lois, ses propres fins et buts. Alors, pour traiter de cela, nous allons nous intéresser à l'ouvrage de Daniel Handler, Intelligence artificielle, intelligence humaine, la double énigme, et notamment le chapitre 2, paragraphe 5. Vincent Descombes traite lui aussi de cette capacité, cependant il ne le fait que de manière classique, c'est-à-dire pour moi de manière binaire, c'est-à-dire soit on est autonome, soit on ne l'est pas. Ce qui ne convient pas totalement pour cet argument qui va apparaître plutôt comme une nuance de notre propos. Cependant, je tenais quand même à vous exposer l'argument classique, étant donné que après on va disons faire une distinction, etc., le nuancer, donc il est quand même important, et puis il est quand même très fort dans l'histoire de la pensée. Être autonome, c'est être capable de fixer ses propres buts, c'est-à-dire de ne pas dépendre d'un agent extérieur lors du choix de certaines fins. Si on adopte cette définition de l'autonomie, alors l'ordinateur n'est pas autonome, car il est incapable de fixer des fins qui lui sont propres. Par exemple, un ordinateur est programmé par un agent pour jouer aux échecs. Prenez l'exemple de Deep Blue. Ou bien pour calculer, pour peindre, etc. Comme le signale Daniel Handler, aujourd'hui, aucun ordinateur n'est capable d'autonomie au sens fort du terme, c'est-à-dire capable de s'autodéterminer complètement. On retrouve le même argument développé chez Vincent Descombes, l'ordinateur doit faire une action au sens de la nécessité physique. Il ne peut pas en faire autrement. Cela découle de son programme. Il ne peut donc pas se donner d'autres fins que celles pour lesquelles il a été programmé. Cependant, dans le cas de l'humain, il peut en faire autrement, même si par moment il ne le fait pas. Par exemple, vos supérieurs hiérarchiques vous demandent une tâche, il semblerait que vous ne pouvez pas vous autodéterminer complètement. Il est contraint de l'extérieur d'appliquer des règles, mais il peut penser à d'autres fins. Ce que l'ordinateur ne peut pas faire, n'est pas en mesure de faire, et c'est en ce sens-là qu'il y a une distinction assez radicale. Cependant, cette définition de l'autonomie est justement trop radicale. Ces dernières doivent plutôt être abordées d'un point de vue plus graduel, afin de mieux rendre compte de cas réels. Par exemple, on dégage une forme d'autonomie chez les enfants, alors qu'ils ne peuvent pas s'autodéterminer complètement. En effet, la première définition de l'autonomie semble considérer seulement le but final de l'action, qui, lui, est donné par un agent. En faisant cela, il oblitére ce que Daniel Handler nomme des buts subalternes, c'est-à-dire des buts contenus dans le plan de l'action, afin d'atteindre son but final. Par exemple, je veux devenir professeur en philosophie, je dois passer par c'est mon but final, je dois passer par un certain nombre de buts subalternes, m'inscrire sur le site Mon Master, m'inscrire à la licence, réussir mes évals, etc. La considération pour de telles notions permet de nuancer notre propos. Pour comprendre cela, partons d'un exemple. Un agent extérieur programme un ordinateur à jouer aux échecs. Ainsi, d'un point de vue de la première conception de l'autonomie, l'ordinateur n'est pas autonome. En effet, il est déterminé par son programme, repensé à Vincent Descombes ou même à Daniel Handler, en tout cas dans cette visée classique, commune, on pourrait dire. Cependant, disons que si l'ordinateur programme l'ordinateur pour jouer aux échecs, l'ordinateur les manières dont l'ordinateur parviendra à cette fin ne sont pas connues par l'agent. L'ordinateur va suivre certaines normes, certaines probabilités, certaines règles, et va donc jouer aux échecs. Cependant, l'agent extérieur n'a aucune idée des coups que l'ordinateur va faire. Disons que l'ordinateur va déterminer lui-même ses propres buts subalternes. Peut-être pas le but final de l'action, mais ses buts subalternes. Ainsi, cette seconde définition de l'autonomie permet de mieux rendre compte d'une forme d'autonomie plus graduelle qui permet d'englober, comme le signale Daniel Handler, aussi bien le cas normal des hommes, repensez à vos supérieurs hiérarchiques, mais aussi celui des enfants, des animaux et dans le cas qui nous intéresse, des machines. Cependant, même si on peut reconnaître à l'ordinateur une forme d'autonomie, celle-ci n'égale pas l'autodétermination complète de l'humain. Par exemple, il y a eu, c'est encore le cas aujourd'hui, le réseau social Moldbook, c'est un réseau social seulement pour les intelligences artificielles qui pourrait, exactement comme Instagram. Cependant, il y a toujours besoin d'une intervention d'un agent extérieur pour réussir le test. Donc, l'autonomie, qui est une caractéristique principale de l'humain, ne peut donc pas, peut servir de trait distinctif par rapport à l'ordinateur. Et donc ainsi, ce dernier ne peut pas être comparé à l'humain. Ainsi, en axant les différences sur le concept d'autonomie et non sur celui d'intelligence, une distinction apparaît nettement entre l'humain et l'ordinateur. Certes, elle est très nette,
mais elle est cependant nuancée. La question qui a guidé notre présentation était la suivante. Peut-on parler d'intelligence artificielle du simple fait que des programmes ou des ordinateurs accomplissent une fonction cognitive similaire à celle de l'homme? Aujourd'hui, le terme d'intelligence artificielle doit être utilisé avec précaution. En effet, comme nous l'avons vu par ces deux objections, le fait qu'un ordinateur puisse être intelligent doit être discuté en questionnant le présupposé du test de Turing à travers l'objection de Husserl. On se souvient cette importance de l'intériorité, du sens qui était négligé par Turing, parce que c'est ça aussi le présupposé d'équivalence fonctionnelle, c'est d'une certaine manière rejeter cette idée d'intériorité, de sémantique, pour se concentrer sur la fonction, sur l'apparence, on pourrait dire. Et donc, John Searle veut nous faire ressortir cette intuition commune du sens, de l'intériorité, ou bien encore en travaillant sur l'autonomie, à travers la nuance apportée par Daniel Handler, mais aussi l'argument classique qu'il ne faut pas non plus absolument rejeter. Ainsi, on voit comment il peut être discutable d'admettre qu'un ordinateur est intelligent. Et même si on admettait une forme d'intelligence, en rejetant par exemple l'argumentation de John Searle, et en se rattachant au fait que quand même le principe d'équivalence fonctionnelle nous semble intuitif. Disons que l'humain possède une caractéristique proprement humaine, l'autonomie. Cependant, le concept d'autonomie graduelle de Daniel Handler peut nous amener, à attribuer une forme d'autonomie réduite aux ordinateurs, mais peut-être sans doute trop réduite pour être identique à celle de l'homme. Désormais, si un jour vous êtes trompé par un robot, vous aurez toujours la maigre consolation que vous, au moins, vous êtes réellement intelligent et autonome. Merci beaucoup.